Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce deuxième webinaire sur les enjeux de la localisation de l'aide humanitaire, qui est un webinaire co-organisé par le Center for Humanitarian Leadership et son partenaire, la revue Alternative Humanitaire. Je me présente, je suis Ségolène Guillaume, je suis co-directrice académique pour le CHL, le Center for Humanitarian Leadership, sur le cursus qui porte sur le diplôme d'études supérieures en leadership humanitaire, qui est un cursus qui est co-dispensé à la fois par le CHL et puis par Action contre la faim. Nous avons souhaité, en fait, à la suite d'un premier webinaire sur l'impact du changement climatique sur les opérations humanitaires, dont l'enregistrement est encore disponible sur les sites du CHL et de la revue Alternative Humanitaire, avoir ce second webinaire sur spécifiquement les enjeux de la localisation de l'aide humanitaire. Et je mets volontairement des guillemets sur le terme localisation, puisque lui-même est un terme qui prête à discussion. Ce sujet nous semblait non seulement évidemment d'actualité, mais aussi un impératif des discussions opérationnelles au sein du secteur, raison pour laquelle on a ce webinaire qui se tient aujourd'hui, 5 ans donc après le Grand Bargain qui s'est tenu dans le cadre du sommet humanitaire mondial à Istanbul en 2016, et depuis évidemment divers mouvements qui se sont fait entendre sur la voix, le rôle des acteurs locaux et nationaux et qui ont encore une fois de plus été mis en relief au moment de la pandémie de Covid-19 et en particulier dans les tout premiers mois chaotiques qui ont amené à repenser, qui ont contraint aussi à repenser sur ces différents modus operandi. Je voudrais remercier l'ensemble des panélistes qui sont aujourd'hui présents dans le cadre de ces échanges, à la fois entre eux et surtout avec vous. Vous remercier les unes et les autres au sein de l'audience. Et je vais laisser la parole à Boris, rédacteur en chef d'Alternative Humanitaire et notre modérateur sur ce webinaire. Merci et très bons échanges à toutes et tous. Merci Ségolène. Alors, bonjour à tous. D'abord, bonjour aux intervenants qui vont se présenter très bientôt et aux internautes qui sont avec nous. Donc, Ségolène le disait, je suis Boris Martin. J'ai la chance, le plaisir d'animer ce débat. Je suis rédacteur en chef de la revue Alternative Humanitaire, qui est donc partenaire de cette série de webinaires, c'est le second. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Alternative Humanitaire est une revue internationale de débat et de recherche sur l'action humanitaire et sur le développement. Elle existe depuis 2016, en fait, donc les 5 ans cette année, tout au long de cette année. Voilà, vous voyez quasiment toutes les couvertures des 16 numéros qu'on a déjà publiés. Et cette revue est en ligne également en open access, en accès libre sur notre site. Vous avez l'adresse là. Alors, nos 3 derniers numéros, pour ne citer que ceux-là, devrait intéresser une large partie de l'auditoire puisqu'il portait sur les impacts de la pandémie de la Covid-19 dans le champ humanitaire. Et notre plus récent, le dernier numéro que l'on a fait portait sur les violences sexistes et sexuelles dans l'humanitaire. C'est le numéro au centre que vous voyez. Ségolène avait d'ailleurs participé à ce numéro. Pour le débat qui nous intéresse aujourd'hui, Capucine le fera par les biais de discussion, mais je vous le disais, on a été créé en 2016, donc finalement, on est je ne dirais pas des enfants du World Humanitarian Summit, mais enfin, il se trouve qu'on a été créé quelques mois avant le sommet humanitaire mondial.
Et ben, du coup, effectivement, on a suivi la question de la localisation dès le départ. Et donc, on a publié différents articles sur le thème dans le numéro 4, sur le système d'aide à la Syrie, une localisation manquée. C'était le titre de l'article. Le numéro 6 portait sur… Alors déjà, il y avait un petit peu les éléments de discussion sur la localisation. Ça s'appelait de la résilience à la localisation, ou comment les slogans ne suffisent pas à réformer en profondeur le secteur humanitaire. Dans le numéro 13, on a fait un article sur les leçons de la localisation avec la Fondation de France au Népal, en Indonésie. Et dans le numéro 14, on a eu aussi un article sur la localisation et sur cette hypothèse qui est née à ce moment-là, qui est toujours pendante, je dirais, savoir est-ce que la pandémie va ralentir ou accélérer d'une certaine manière la mise en place de la localisation. Donc, c'est vous dire si depuis le début de la revue, on s'intéresse à cette question de la localisation. On verra avec les intervenants si c'est une arlésienne, quelque chose dont on parle beaucoup, mais qu'on ne verra peut-être jamais, ou si effectivement elle se met en place, il y a des signes positifs de la mise en place de cette localisation. Alors, je ne vais pas parler beaucoup plus pour le moment. Je vais laisser les intervenants se présenter eux-mêmes. On a en tout cas 4 intervenants pour le moment. On aura peut-être un 5e intervenant. Voilà, je vais leur demander, malgré la longueur de leur CV, de se présenter très rapidement en 1 minute. Le reste des biographies des intervenants sont sur les sites. Donc, je vais donner la parole d'abord à Dabagai, au Nigeria, qui va se présenter. Dabagai. Oui, merci Boris. Bonjour à tous, bon après-midi à tout le monde. Donc, je suis Dabagai, je suis en ce moment directrice pays d'action contre la faim au Nigeria. Je suis à mon 3e poste de directeur pays. Et avant le Nigeria, j'étais en poste au Mali, au Tchad, en Mauritanie, en République centrafricaine. Et aujourd'hui, je vais parler en mon nom et pas au nom d'Action contre la faim. Merci. Merci Dabagai. Peut-être Dr Oumarou Maïdadji. Bonjour à tous, merci pour la parole. Donc oui, effectivement, moi je m'appelle Dr Oumarou Medachi, je suis médecin nigérien, 15 ans d'expérience humanitaire à travers plusieurs ONG internationales. Je suis aussi membre fondateur d'une ONG locale qu'on appelle la BFN, Bien-être de la femme et de l'enfant au Niger. Et je suis actuellement responsable du programme Desk Alima, en charge de 5 pays, dont le Mali, le Burkina, la Centrafrique, le Sud-Soudan et la Mauritanie. Donc, merci à tous. Merci Oumarou. Martin Péricard pour une courte présentation. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je travaille depuis 3 décennies dans l'humanitaire, mais aussi beaucoup sur le développement. Et j'ai travaillé notamment sur la formation des cadres en Afrique et en Asie et en Haïti, des cadres locaux. Actuellement, je suis chef de projet à l'Agence française de développement. Je travaille particulièrement sur les questions d'éducation et de société civile. Et je suis également dans une posture où je ne parlerai pas au nom de mon institution, mais je parlerai en mon nom propre. Merci. Merci Martin. Et enfin François Sénécel. Bonjour à tous. Alors moi c'est François, je suis actuellement doctorant à l'université d'Oxford, relié au département de politique et au centre d'études africaines où je travaille principalement sur l'Est Soudan et la Corne de l'Afrique. Mais précédemment, j'ai aussi travaillé pour Alima et Médecins sans frontières dans l'opérationnel et
plus spécifiquement pour Médecins sans frontières dans tout ce qui est analyse et plaidoyer. Merci François, merci à tous pour vos courtes présentations. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. J'imagine que si il y a des internautes aujourd'hui, c'est qu'ils ont lu la problématique qui nous rassemble, donc les enjeux de la localisation de l'aide humanitaire. Je ne répéterai pas les enjeux, mais on va directement commencer avec les intervenants. Je préciserai que les questions des internautes seront traitées au fur et à mesure lors du webinaire. On va faire en sorte, en tout cas, je ferai le maximum pour transmettre les questions. Je m'excuse par avance aux personnes qui poseront des questions que je ne relayerai pas s'il y en a beaucoup trop, ou si tout simplement les intervenants y ont déjà répondu, mais on fera le maximum. Je sais qu'il y avait déjà eu une question posée en amont par Daga Dabou, qui est étudiant, je crois, à l'université de Pékin, mais qui posait, je trouve, une question qui pose très bien les termes du débat, c'est comment surpasser le déséquilibre des relations nord-sud pour accélérer le processus de localisation de l'action humanitaire. Donc, je trouve que c'est une question qui pose assez bien les termes du débat. Mais la première question que je vais poser, peut-être que Dabagay abordera cette question, mais qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Parce que finalement, on dit que la localisation est née en 2016 au sommet humanitaire mondial, mais ce n'était pas nouveau cette réflexion. Il y avait déjà des réflexions sur inverser d'une certaine manière les processus, sur l'idée de désoccidentalisation de l'aide. On a eu des débats avec Pierre Micheletti, par exemple, le président d'Action contre la faim, qui a beaucoup porté ces questions-là. Mais Dabagay, est-ce que vous pouvez nous rappeler d'une certaine manière comment en 2016 à Istanbul, la problématique de la question de la localisation, elle est arrivée. À quelles critiques et à quels enjeux elle était censée répondre, cette localisation, encore une fois, que j'appelle avec guillemets, parce qu'il y a déjà eu une première réaction d'un internaute qui disait, qui bien précisait localisation, enfin acteurs locaux et nationaux. Donc, Dabagay, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Merci Boris, merci à tous. Donc, je vais donner quelques éléments ici, peut-être pas de façon très académique. Donc, au moment du sommet d'Istanbul en 2016, une partie du débat portait à comment mettre les acteurs locaux au centre et notamment les premiers récipiendaires de l'aide et la société civile, on va dire, du Sud, au centre du débat. Et une des problématiques principales liées à ça était le fait était et est toujours le fait que les fonds humanitaires n'arrivent pas forcément aux acteurs locaux en gestion directe. Il y a une certaine complexité du corpus normatif humanitaire, de reporting, de redevabilité et autres, qui ne permettait pas forcément aux acteurs locaux de participer à ça de façon active, en sachant que dans les pays où se trouvent les actions et où il y a les opérations humanitaires, il y a des personnes qui sont là, qui sont présentes et qui sont d'ailleurs en général les premières à répondre aux besoins humanitaires lorsqu'il y a une crise, et que le système tel qu'il existait et malheureusement tel qu'il existe toujours ne leur donne pas une grande place. Et à partir de ce constat, donc, il y a eu un ensemble on va dire, d'engagements pris
par le sommet de faire évoluer des pourcentages de l'aide aux acteurs locaux, de simplifier le reporting et un ensemble de dynamiques dans la coordination et la gestion de l'aide humanitaire. Et partant de là, on va dire que ce moment-là était un moment de formalisation de la problématique de comment impliquer les premiers acteurs liés à l'aide humanitaire dans le débat. Donc, je ne sais pas si je dis malheureusement ou heureusement, en tout cas, aujourd'hui, on est arrivé à un moment critique où à ce mois de juin, il y a une nouvelle personne qui a été nommée comme étant la personne qui va continuer à faciliter le débat. Et il s'agit de l'ancien Emergency Coordinator pour les Nations Unies, qui est en ce moment le directeur général de NRC. Donc, voilà où on en est. Je vais peut-être m'arrêter là, peut-être pas commencer à donner forcément mon avis, même si je pense que ça s'entendait déjà. Merci Dabagaï. Creusons un petit peu parce que d'après ce que alors, il y a des questions, mais ce qui ressort, c'est un petit peu qu'il y avait une sorte d'unanimisme en 2016, c'est-à-dire il faut faire transiter, et on creusera peut-être cette question-là de la localisation, c'est quoi exactement, mais cette idée il y avait quand même un certain unanimisme. Il faut effectivement laisser la place aux acteurs locaux. Est-ce que, moi j'ai une première question, c'est peut-être pour Oumarou, mais est-ce que certains acteurs, notamment locaux, nationaux, mais aussi des acteurs internationaux, n'étaient pas si d'accord que ça avec cette idée de la localisation? Est-ce que finalement, il y avait, face à cet unanimisme, parfois démagogique, il me semble, est-ce qu'il n'y avait pas des retenues, des critiques sur cette idée de la localisation? Ok, merci beaucoup pour la question. Effectivement, hein, ce qu'il faut dire, c'est que Dabagaï l'a rappelé depuis 2016 que effectivement ce sommet a eu lieu. 5 ans après, on fait malheureusement face à une léthargie en termes de dynamique qui a été déjà, on va dire, votée au niveau de ce sommet. Et c'est là, effectivement, en partie, il y a ce que vous venez de dire, il peut y avoir d'autres ONG ou d'autres acteurs qui sont un peu plus ou moins quand même réticents par rapport à ce processus-là. Et que moi, personnellement, je considère à tort, en fait. Il n'y a aucune raison d'être réticent par rapport à cela, étant donné que dans la vie, hein, vous l'avez rappelé aussi pendant l'épidémie de Covid, effectivement, les premières personnes qui ont porté assistance à la population, c'est justement ces personnes locales, en fait. Donc, oui, je dirais que c'est un fait. Il va falloir justement que tous les acteurs comprennent que le moment est arrivé effectivement pour qu'on arrive vraiment à se transformer, on arrive à s'adapter, on arrive à faire confiance à des acteurs locaux qui, pour la plupart en tout cas, sont en première ligne de l'action humanitaire. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour l'instant par rapport à la question. Merci. Merci beaucoup. Avant de passer à Martin Péricard et voir un petit peu ce qui s'est passé en 5 ans, j'aimerais vraiment qu'on essaye de préciser, parce que c'est jamais très très clair cette question de la définition de la localisation. D'un côté, on nous dit finalement c'est uniquement un critère financier, c'est une question de faire transiter davantage des fonds dédiés à l'action humanitaire aux ONG locales, donc locales ou nationales, etc. Et d'une autre manière, sur un autre versant, on met davantage l'accent sur le rôle prépondérant des acteurs locaux, qu'ils soient vraiment acteurs directs de l'action. Bon, parce que c'est quand même pas deux choses identiques, quoi. Donc, est-ce que Dabagaï ou Marou, juste préciser sur quelle définition de la localisation on doit s'entendre?
Je doute qu'on puisse s'entendre à la fin de nos interventions. Je doute qu'on puisse s'entendre complètement, mais moi, je constate que sur le terrain, il y a véritablement deux niveaux de tension. La première qui voudrait qu'en termes de localisation, que les acteurs locaux, que ce soit institutionnels ou plus informels au niveau des communautés, soit au centre de l'action ou parce qu'elles y participent à ce qu'on réponde directement aux besoins qu'elles jugent être les premiers et sur lesquels elles ont besoin d'aide, elles ont besoin d'assistance et qu'on les implique dans la réponse, qu'on demande aux acteurs locaux de participer, on va dire plus dans une position d'exécutant de l'action en lui-même, et donc finalement en étant souvent en termes de tampon par rapport à la gestion de risque, parce que en fait aujourd'hui sur le terrain, pour la plupart d'entre nous qui avons des responsabilités au sein des organisations humanitaires, une des problématiques principales quand on parle de localisation, c'est souvent comment on gère le risque d'avoir un acteur local en termes sécuritaires, en termes de financement et d'autres. Et donc là, on est plus dans une dynamique où on les considère comme un maillon d'intermédiaire par rapport à la finalité de l'action à mener. À côté de ça, je pense qu'il est aussi légitime de la part des acteurs locaux de réclamer dans le processus de localisation d'avoir un rôle plus important en termes de stratégique de décision, de prise de décision sur, on va dire, pas seulement des éléments de mise en œuvre, mais sur la stratégie, sur les priorisations. Ce qui aujourd'hui, au regard de l'architecture humanitaire comme il est, tel qu'il est aujourd'hui, n'a toujours pas basculé dans les pays où se trouve en majorité l'aide humanitaire. Premier exemple, les sièges de nos organisations. La plupart de nos organisations ont des sièges en Occident. La plupart des grandes organisations humanitaires qui ont beaucoup de fonds ou qui couvrent des millions de personnes bénéficiaires de leurs actions à la fin de l'année sont finalement principalement basées en Occident entendu comme le continent nord-américain et européen. Donc oui, il y a ces deux niveaux de tension sur lesquels, à mon avis, il est légitime pour les acteurs de réclamer les deux. Je ne suis pas sûre qu'il y en a un qui en vaille plus qu'un autre, mais de mon point de vue en tant que personne, et je vais revenir à ma formation philosophique, moi je pense qu'il y a principalement un problème de valeur. Parce qu'aujourd'hui, on dit localisation, très bien, on veut plus les acteurs locaux, mais à la fin de la journée, c'est sur un modèle sur lesquels on ne partage pas tous les mêmes valeurs en termes de quoi on parle à la fin de la journée. Et pour moi, ça, c'est peut-être, voilà, je vais peut-être m'arrêter là, mais c'est peut-être un des leviers sur lesquels on pourrait travailler pour arriver à avoir un positionnement commun et entendre. Merci Dabagaï. Oumarou, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, j'aimerais naturellement rajouter quelque chose par rapport à cette question. Effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les acteurs locaux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment une meilleure implication, parce que, comme je l'ai dit, ils sont quand même c'est la première ligne de l'action humanitaire. Et malheureusement, le constat au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a très peu d'ONG qui, en tout cas, qui arrivent à faire impliquer ces acteurs locaux dans l'action humanitaire, et ce qui n'est pas, de notre point de vue, en tout cas, une chose qui est pérenne, qui est aussi optimale dans l'action humanitaire. Donc, c'est pour cela, effectivement, il va falloir, de mon point de vue, enfin, même pas essayer, il va falloir impliquer, on va dire, les acteurs locaux dans l'action humanitaire, parce qu'on sait qu'effectivement, ça fait qu'effectivement l'aide humanitaire est beaucoup plus proche des bénéficiaires, et ça fait qu'effectivement on arriverait à une optimisation. Qu'est-ce que les gens craignent? On ne comprend pas en fait pourquoi il y a encore cette réticence, et surtout que je crois que les acteurs locaux ont fait leur preuve, ils ont montré qu'ils peuvent faire et que c'est ce qu'ils font derrière la chose. Et je ne comprends pas, il n'y a pas de raison à ce que justement on reste à ce stade. Pour moi, en fait, c'est qu'il faut garder
ce qu'il faut retenir de la localisation, moi je la définirais tout simplement comme la solidarité internationale qui est pensée et délivrée localement. C'est qu'il faut que les acteurs locaux arrivent justement à penser, à développer et à localiser cette action humanitaire. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour le moment. Merci Oumarou. Alors, on voit bien déjà que c'est quand même assez problématique la mise en œuvre de cette localisation. On va quand même essayer de faire un bilan un peu factuel avec Martin Péricard de 5 ans plus tard. Dans quelle mesure quand même les engagements pris au sommet humanitaire de 2016 ont été suivis d'actes, et notamment sur le volet financier, évidemment, hein, je crois, mais vous me préciserez vous-même, mais je crois qu'on avait parlé de 20%, faire monter à 20% en gros hein, le montant, la part de l'aide qui transiterait par les acteurs locaux. Et je crois que 5 ans après, on en est à peine à quelque chose comme ça, 2% dans le meilleur des cas. Donc, Martin, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Et en plus, ça rejoint une question, parce que vous êtes un bailleur aussi, l'AFD. Et il y avait la question de Michel Baba Epka. Il disait 5 ans après le sommet d'Istanbul, comment les bailleurs traditionnels et privés évaluent le processus de localisation de l'aide? Alors, voilà une double question un peu à vous, Martin. Qu'est-ce qui s'est passé depuis et comment vous, en tant que bailleur ou en tant que personne travaillant pour un bailleur, parce que vous adressez pas, vous parlez pas au nom de l'AFD, mais enfin, vous avez un avis là-dessus. Oui, en tout cas, j'ai un avis qui s'inscrit dans un débat qui est contradictoire et qui est clivant. Alors, on peut prendre deux, trois balises. La première, elle est historique. D'où vient l'humanitaire, en tout cas pour l'Occident, c'est la relation à la charité, c'est la relation à l'aide sur les terrains militaires. On pense par exemple à l'Ordre de Malte, qui était et qui est toujours une organisation qui s'est construite lors des campagnes militaires qui étaient faites pour aller conquérir des places en Orient. On peut noter que ICRC a été créé lors de la guerre de 70 sur le constat que les soldats mouraient sur le champ de bataille. Et donc, ça a donné, cette histoire de l'humanitaire a donné finalement des aspects culturels qui font que le Nord va aider le Sud. Hein, et on a un biais qui arrive immédiatement, qui est celui de l'argent. C'est-à-dire que le Nord est celui qui donne au-dessus de la main et le Sud est celui qui reçoit dans la main. Donc, ces aspects culturels, ce sont aussi des rapports de pouvoir qui s'inscrivent dans le système colonial et qui, aujourd'hui, posent débat puisque certains vont remettre en question l'aide, vont à dire que l'aide est contre-productive, qu'elle est assistentielle. Et donc, cela pose la question des rapports de pouvoir entre le Nord et le Sud. On peut citer des exemples positifs avec des organisations qui ont tenté d'internationaliser les compétences locales, les financements. Je pense à ActionAid qui a mis son siège en Afrique du Sud. Je pense à Aider Action qui a formé, et nous y avons contribué avec un certain nombre de collègues à l'époque, qui a formé une entité Afrique avec des compétences locales.
Et puis, je pense pour l'AFD à un phénomène de déconcentration plus que de décentralisation. C'est un phénomène de déconcentration où l'objectif est d'arriver à terme à 30% du plan d'affaires qui soit géré dans les pays de façon régionale, voilà, en tout cas plus depuis Paris. Et ça s'inscrit dans un mouvement général où, si on regarde par exemple ce qui se passe avec l'Union européenne, c'est vrai que les délégations de l'Union européenne ont aujourd'hui plus de possibilités de financement qu'elles ne l'avaient il y a 10 ou 15 ans. Alors, pour terminer, moi je crois que ça pose la double question d'une part de ce que c'est que la coopération. Est-ce que la coopération se fonde sur une relation liée à l'argent ou est-ce que la coopération se fonde sur des valeurs comme un peu les ODD le définissent, hein, de territoire à territoire, sur des problématiques communes. Je pense à la migration, je pense à la sécurité, je pense aussi au Bénin, ce qui se passe sur le retour des œuvres dans le cadre d'un projet culturel de restitution des œuvres au Bénin. Donc, c'est vrai qu'on a cette question sur la coopération. Comment on définit la coopération? On a la question qui a été déjà soulignée sur est-ce que les ONG du Nord, finalement, ont une vision de l'altérité où les collègues et les institutions du Sud ont les compétences pour faire de la gestion, de l'organisation, de l'administration. Et encore une fois, ça pose la question de est-ce que la compétence est liée à la couleur de la peau? Et puis, pour terminer, ça pose aussi la question du repositionnement des ONG du Nord, parce que la localisation de l'aide, c'est autant d'argent qui ne passe plus par les ONG du Nord. Et donc, comment les ONG du Nord vont pouvoir continuer à agir par rapport à cela, par rapport à cette localisation? Et d'ailleurs, je nous renvoie tous à une étude qui a été menée par Coordination Sud sur ce sujet et qui s'inscrit dans le débat sur la localisation de l'aide. Voilà, en quelques mots, je pense que les bailleurs ont progressé et sont en train de progresser. Et je pense que les organisations, pour certaines, progressent, mais que c'est un mouvement lent et qui s'inscrit dans une visée historique et culturelle de ce qu'est la coopération. Ce n'est pas neutre si on parle de mission et de missionnaire. Quand on travaille au sein des ONG, ça renvoie à notre histoire. Merci Martin. Alors bon, donc c'est pas gagné, on va dire, pour la localisation, mais il y a des progrès. On va peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail tout à l'heure de ce qu'on peut faire encore. Manifestement, il reste beaucoup à faire, mais vous l'avez abordé d'ailleurs, Martin, cette question de la localisation, elle prend pied dans une histoire plus longue de l'aide en général, je vais dire. Et c'est vrai que cette question de la localisation, elle s'est croisée avec une question montante sur beaucoup d'autres sujets depuis plusieurs années, qui est celle de la décolonisation. Alors, décoloniser beaucoup d'autres, l'histoire même, décoloniser des relations diverses et variées. Bref, la décolonisation. Et ça s'est croisé avec ce thème de la localisation, même au Québec. On en parlait lors d'un autre Zoom il y a peu de temps avec François Audet, un chercheur québécois, qui disait qu'au Québec, pour parler de localisation, on parle souvent de décolonisation.
Et c'est là où je voudrais interroger François Sénécel, qui est chercheur à Oxford et qui, d'ailleurs, a écrit un article pour la revue Alternative Humanitaire qui en appelait à décoloniser le plaidoyer humanitaire. C'était une partie du titre de son article. Donc voilà, je voudrais interroger François sur ça. Est-ce qu'il faut aussi décoloniser l'aide humanitaire en général en faisant la localisation? Est-ce que c'est un objectif? Est-ce que ça doit être un but de la localisation, de décoloniser l'aide? Ah oui, merci Boris pour la question. Je voudrais d'abord revenir sur, en lien avec cette question. C'est comme Dabagay l'a mentionné, c'est qu'aujourd'hui le local est utilisé comme moyen et non pas réellement comme une fin en soi. C'est important à préciser parce qu'on parle du sommet humanitaire, mais qui n'est pas arrivé comme ça, tout seul, où on l'a découvert, où on s'est levé un matin et on a dit, bon, il va falloir y aller local. Ça vient vraiment d'un grand changement, on va dire, de paradigme de pensée à l'humanitaire, où on a commencé vraiment avant à un paradigme qui était de l'exceptionnalisme et qui dérive du nantisme, c'est-à-dire qu'il y a une stricte séparation entre d'un côté la crise et de l'autre la normalité. Et alors, on va avoir des éléments extérieurs qui vont intervenir dans la crise de manière exceptionnelle. Et dans cet aspect, le local est intégralement invisible et n'apparaît pas énormément. Alors qu'il y a eu, vers la fin des années 90, et ce qui a donné lieu finalement au sommet humanitaire, mais il y a une sorte de switch dans la manière dont on pense l'humanitaire, parce qu'il y a un paradigme de la résilience qui est apparu doucement dans l'humanitaire, et il n'est pas apparu tout seul ou juste pour les bienfaits. Il faut dire qu'il y a eu de plus en plus de conflits qui étaient on-off, c'est-à-dire qu'on avait des crises qui n'étaient plus une crise de 3 mois terminée, c'était des crises qui étaient de basse intensité, mais qui duraient dans le temps. Et en même temps, on avait de plus en plus d'interventions nécessaires, ce qui demandait d'énormes financements si on voulait arriver avec nos avions dans le monde entier. Et donc, on a dû se dire, OK, on va maintenant devoir localiser, parce qu'on a des conflits qui durent 30 ans, comme au Kivu. C'est plus possible de faire de l'exceptionnalisme au Kivu. Et donc, on a intérêt à renforcer tout ce qui est local. Et on a commencé à avoir un changement de nom où c'était plus des victimes, mais les premiers acteurs qui répondent, les first responders en anglais. Et donc, on a envie de donner la résilience à ces acteurs beaucoup plus. Et victime est devenu banni et on s'est dit il faut qu'on représente différemment tous ces acteurs parce que ce ne sont pas juste des victimes, parce que maintenant on a besoin d'eux pour agir. Et le local a cette capacité de s'adapter. Et de plus, l'espace humanitaire est devenu de plus en plus flou vu qu'on utilise le local sur des longues périodes. Et du coup, on se demande, et c'est là qu'est apparu le nexus humanitaire-développement, on est entre les deux, on fait tout en même temps, et donc là, le local prend vraiment toute sa place. Après, pour encore réagir sur ce que Dabagay mentionnait, oui, le local est un signifiant qui a des multiples signifiés, ou comment on parle du local. Par exemple, exactement comme on parle du terrain, je pense que pour quelqu'un qui est au Nigeria, pour quelqu'un de Paris, il est sur le terrain, alors que quelqu'un qui est au nord Nigeria, quelqu'un qui est à Abuja n'est pas sur le terrain. Donc chacun a sa vision du terrain et du local en fonction de où il se trouve dans cette hiérarchie. Ensuite, sur cette question de, et comme Martin le mentionnait beaucoup, cette question de qu'est-ce que la coopération, et moi je dirais plus vraiment qu'est-ce que le partenariat. Et c'est là où la question de la décolonisation, pour moi, elle a tout son sens, parce que alors le partenariat, c'est comme solidarité, ça c'est un concept valide qu'on peut appeler, c'est-à-dire que ça peut vouloir tout dire et rien dire en même temps, comme localisation d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et finalement, dans cette notion de partenariat, il y a l'importance de la réciprocité. Et c'est-à-dire qu'on donne et on reçoit, mais ça va dans les deux sens. Et c'est là où c'est beaucoup plus difficile, car il faut avoir un objectif commun pour avoir une sorte de partenariat. L'objectif commun, comme il a été mentionné par Martin aussi, il se pose sur quoi? Est-ce que c'est sur l'argent? Est-ce que c'est sur des valeurs? Ça a été mentionné par différents acteurs, donc c'est important à prendre en compte. La problématique de ce partenariat, c'est qu'il est inexistant et l'argument, c'est de dire à cause de cette
relation de pouvoir coloniale qui existait et par la construction de l'image de l'autre qu'on a en fait construite durant l'image coloniale. En travaillant plus particulièrement sur l'Afrique ici, donc je ne parle pas pour le monde entier, mais il y a eu cette construction coloniale de l'homme africain qui aujourd'hui, on n'arrive pas à s'en débarrasser, ce qui fausse l'existence réelle du partenariat qui est peut-être possible. Parce que le partenariat, il est basé sur une asymétrie, on en a parlé Martin, nord-sud, mais aussi sur une instrumentalisation. Est-ce que le partenaire du Sud finalement n'est pas utilisé, comme on l'a dit, parce qu'on n'a plus énormément d'argent et parce qu'on ne veut plus peut-être aller dans des zones très difficiles et parce qu'on a besoin de lui maintenant, donc le local comme moyen, comme on avait mentionné. Mais surtout, et c'est là où la colonisation va arriver, il y a un piège de la similitude. C'est-à-dire qu'on refuse de voir l'autre dans sa singularité. C'est-à-dire que le rapport à l'altérité est très, très difficile et on reste encore coincé dans ces visions de l'autre, de l'homme africain qui ont été développées pendant l'époque coloniale. Et finalement, l'autre est perçu dans cette intervention comme un idéal pour soi. C'est-à-dire, je vois l'autre de cette manière-là parce que moi, en tant que humanitaire européen, j'ai envie de le voir comme ça pour me réaliser moi et pour pouvoir faire des interventions humanitaires. Et ce qui est assez intéressant dans ce partenariat, c'est que finalement, ce qu'on dit avec le local, c'est qu'on leur dit « vous êtes merveilleux », dans le sens, regardez cette communauté, ils ont beaucoup plus le sens du partage, ils ont beaucoup plus le sens des valeurs traditionnelles, ils font encore beaucoup d'histoires, etc. Mais au final, devenez comme nous. C'est-à-dire, vous êtes merveilleux, mais devenez comme nous. Parce que on projette sur l'autre, finalement, les envies que nous avons envie nous-mêmes. Et ce qui est bon pour soi est supposé l'être pour l'autre. Et là, ça pose énormément de problèmes dans la question de la construction des priorités quand on pense que doit être la priorité dans notre intervention humanitaire. Parce qu'on pense que ce qui est bon pour soi est supposé l'être pour l'autre. Et on leur dit aussi en disant ça, vous n'avez pas ce que nous pensons que vous devez avoir. Donc il y a une tendance à projeter nos envies sur l'autre et comment on perçoit l'autre. Et on continue à percevoir l'autre comme l'homme africain colonial qui a besoin, finalement, qu'on lui explique ce dont il a besoin parce qu'il ne comprend pas ce dont il a besoin. Et donc, on arrive avec encore des autres phrases, c'est « soyez comme nous vous imaginons », car comme ça, nous pouvons nous réaliser, nous, en fait. Et donc, on a en fait recours à énormément de catégories que l'on proclame universelles et que si on creuse le problème de l'universalisme est finalement assez eurocentré. Et donc, on arrive, et je vais terminer là pour laisser le débat aux autres, mais on arrive à cette grande question, c'est est-ce que finalement l'universalisme humanitaire est en adéquation avec le localisme, si je peux l'appeler localisme, je viens de l'anglais comme ça pour faire du français, c'est-à-dire est-ce que l'universel et le local, comment se rencontrent-ils et est-ce que ce n'est pas une dialectique impossible ou est-ce que ce n'est pas une rencontre impossible? Voilà. Ok, merci François. Alors on reviendra évidemment sur la question des valeurs, de ce qui est véhiculé, des cadres de lecture dans lesquels se situe la localisation. Mais je voudrais qu'on avance un petit peu sur bon, très concrètement, si on veut que cette localisation, si on est d'accord sur l'idée qu'elle doit se mettre en place, qu'il faut la mettre en place, de quel autre changement, tout court, parce qu'il n'y a peut-être pas eu tant de changements que ça encore pour le moment, mais de quel changement structurel le système humanitaire en général a besoin pour permettre à cette localisation de se mettre en œuvre. C'est une question un petit peu ouverte à tous, hein, mais je rebondis par rapport à ce que disait Martin tout à l'heure. Il disait l'AFD, c'est déconcentré. Mais qu'est-ce qu'elle donne, cette déconcentration? C'est bien de se déconcentrer, mais est-ce que ça permet une localisation plus forte des acteurs locaux, pas de l'AFD? En deux mots, hein, d'abord, cette déconcentration, elle est récente, donc il est bien trop tôt pour en faire un premier bilan.
Et cette déconcentration, elle a effectivement comme objectif de rapprocher les centres de décision au plus près des acteurs centraux, puisque la mission principale de l'AFD, c'est de financer les politiques publiques, mais on fait de plus en plus de prêts non souverains, pour les collectivités locales. On a aussi des actions auprès des entreprises. Donc, c'est bien l'écosystème du développement avec d'un côté les pouvoirs publics, de l'autre les entreprises privées et enfin la société civile. Donc, effectivement, comme vous le dites, Boris, il y a ce mouvement. On peut aussi citer, à mon avis, deux autres éclairages qui sont intéressants. C'est la position qu'a eue l'Inde lors du tsunami, qui a refusé l'aide. Donc, ça, c'était une grande surprise, hein, puisque tout d'un coup, un pays comme l'Inde disait « Nous n'avons pas besoin de votre aide, nous pouvons nous-mêmes gérer cela ». Et dans la foulée, l'Indonésie a aussi dit, je crois que c'était l'Indonésie qui a dit « Écoutez, c'est nous qui gérons, c'est pas vous. C'est notre pays et c'est nous qui conduisons l'aide ». Et puis le deuxième éclairage, c'est les nouveaux acteurs. La Chine vient de créer sa banque de développement et la façon d'intervenir de la Chine en tant que bailleur de fonds n'est pas la même culturellement que celle que nous avons. Donc là encore, la culture est un phénomène intéressant à observer et ça mérite aussi certainement des recherches anthropologiques, des recherches sociologiques sur comment les acteurs locaux travaillent en coopération ou en partenariat avec ces différents acteurs. Merci Martin. Je voudrais relayer deux questions qui se rejoignent d'internautes. Ce sont intéressantes, elles permettent peut-être de rentrer un petit peu plus dans les détails. Il y a Amadou Michel Sidibé qui demande comment on arrive à garantir une bonne gestion des ressources et de qualité des actions. Et puis il y avait, je remonte, d'Ibrahim Djibir qui dit « Est-ce que la réticence à impliquer les acteurs locaux n'est pas due à tort ou à raison à la faible expertise des acteurs ?» Donc, faible expertise avérée ou fantasmée, et surtout de leur capacité, de leur volonté de gérer efficacement et de façon transparente les fonds qui leur sont alloués. Alors, je ne sais pas qui voudrait… Ah, Dabagaï, qui peut réagir tout de suite. Oui. Oui, mais merci Boris, merci aux personnes qui ont posé la question. Par rapport à ça, moi, je vais donner peut-être deux réponses, pas forcément alignées. Aujourd'hui, avec le corpus qu'on a, le cadre qu'on a en tant que praticien, en tout cas en tant qu'opérateur et acteurs de l'aide humanitaire, travaillant pour le système architectural tel qu'il est aujourd'hui. Comment on fait pour rétablir, pour mieux gérer les ressources et autres avec les acteurs locaux? On essaye déjà de dépasser la suspicion que ça ne se fera pas avec un ensemble, une batterie de procédures et de cadres préalablement mis en place pour identifier l'acteur l'acteur local avec lequel on interagirait en partenariat, comme l'a si bien expliqué François. Et partant de là à trouver un équilibre justement pour minimiser les fameux risques financiers, les risques éventuels en termes de coûts humains ou le risque réputationnel lié à un ensemble d'abus possibles qui peuvent survenir sur le terrain. Donc là, j'ai vraiment envie de dire, aujourd'hui, d'un point de vue institutionnel, c'est plutôt comme ça que moi je vois les autres organisations essayer de trouver une voie
pour quand même être un peu plus proche avec les acteurs locaux en termes de vraiment gestion commune de ressources. Mais à côté de ça, encore une fois, je trouve que la localisation, en tout cas en termes telle qu'on veut, on veut qu'elle soit aujourd'hui avec les engagements financiers et autres qui ont été pris, on reste bloqué sur cet aspect où le modèle principal qu'on demande à l'ensemble d'acteurs d'appliquer est un modèle unilatéral. Quand tu viens avec un modèle vers quelqu'un qui n'a pas cette façon de penser, pas parce qu'elle est inférieure ou supérieure, mais parce que justement, il y a une simple dichotomie, c'est différent, forcément, l'autre doit s'adapter à toi. Et donc, pour moi, quelque part, pour évoluer vers quelque chose de plus intégré, on va dire ça comme ça, et où on ne mettrait pas la gestion des ressources en premier, la confiance et la suspicion, ce sera déjà, à mon avis, d'établir un autre modèle que celui d'aujourd'hui qui est très lourd en termes d'un modèle qui vient parfois ou du privé ou d'autres qu'on applique vraiment à un ensemble de systèmes. Je vais vous prendre des exemples basiques parce que j'avais dit quand on préparait ça que je veux vraiment dire les choses sur le terrain. Des modèles basiques où on a des zones au milieu de nulle part où il n'y a pas d'État pour plein de raisons de sécurité. Et on demande à un acteur local de produire des factures avec des numéros d'identification fiscale. C'est dire que fondamentalement, à la base, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'État n'est pas présent, encore moins les services fiscaux. Mais à la fin de la journée, l'attendu, c'est de produire tout ça pour justifier et garantir que oui, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas d'abus. Et quand je dis ça, loin de moi l'idée de ne pas promouvoir la bonne gouvernance ou une gestion éthique et rigoureuse des ressources, mais juste pour montrer un modèle concret de finalement, à la fin de la journée, on parle de quelque chose qui ne se réconciliera pas si on garde fondamentalement le même modèle. Je vais m'arrêter là, mais je serai ravie tout au long de donner des petits exemples que je suis sûre que les 85 participants ont déjà vécu dans leur carrière. Merci. Merci Dabagay. Il y a François qui a levé la main. Oui, je voudrais d'abord préciser qu'après 1 an, j'ai trouvé le bouton pour lever la main, donc j'étais assez fier de pouvoir appuyer dessus. Merci beaucoup. Je voudrais réagir à ce que Dabagay a dit, et je pense que c'est vraiment juste, c'est comment est-ce qu'on prend en compte les acteurs locaux qui ne pensent pas comme nous et qui ont une autre vision des choses quand on veut faire du local. Là, le phénomène de déconcentration ou décentralisation, peu importe comme il s'appelle, pour l'instant, moi je l'ai observé chez MSF plus particulièrement, et pour l'instant ça consiste aux mêmes personnes basées à Bruxelles ou Amsterdam pour ceux que je connais, qui en fait prennent l'avion et se déplacent vers Dakar ou vers Nairobi, ce qui finalement n'est pas un processus de déconcentration ou de décentralisation à proprement parler. La réelle difficulté, c'est pas réellement l'endroit où on va placer le bureau, mais c'est qui va participer au choix des programmes ou aux priorités qu'on va établir. Pour l'instant, même si un bureau est à Nairobi, pour un village du Soudan du Sud ou une ville, si on prend Yé, par exemple en Équateur, est-ce que ça change réellement quelque chose si la décision est prise à Nairobi? Ça, c'est une grande question. Et comment on prend en compte les autres? C'est extrêmement difficile parce que, par exemple, je discutais hier avec quelqu'un de chez MSF qui rigolait en disant, pour la première fois de l'histoire de MSF, on a pris en compte les communautés quand on a fait un needs assessment. Et je pense que c'est très difficile de faire donc une évaluation des besoins et de poser la question aux communautés locales, en fait, vous avez besoin de quoi? Et là, on va être surpris parce qu'on va avoir des choses qui, nous, en fait, ne correspondent pas à ce que nous, on a envie de mettre en place comme programme. Il y a un professeur ici à Oxford qui a fait une longue étude sur le Togo et il a été visiter le nord du Togo. Ils ont fait, c'était avec une ONG norvégienne qui leur a posé à ces communautés de quoi avez-vous besoin. Ils ont eu 5 jours de discussion, tout le village a participé. Le village est ressorti en disant on veut avoir une route et de l'électricité. Et là, l'ONG norvégienne s'est retrouvée dans un problème parce qu'eux, ils veulent faire de la santé et de l'éducation. Comme maintenant, on est passé dans un statut de post-modernité où ce qui est important, ce n'est pas les infrastructures, mais le bien-être de la personne.
Et là, ils ont eu un souci, on va dire, parce qu'ils ont dit non, mais on pense que ce n'est pas de ça dont vous avez besoin. Et l'ONG donc a un peu dit non, mais bon, on va vous vendre de la santé et de l'éducation parce que nous, au siège, c'est ça qu'il faut dans notre politique étrangère et c'est là qu'on aura des financements, etc. Donc, comment on fait pour prendre en compte l'autre sans penser à sa place? Et les philosophes Foucault et Deleuze ont vraiment bien mentionné. Ils ont mentionné l'indignité de parler pour les autres, qui est assez difficile. Et aussi Spivak, qui est la star du milieu post-colonialiste, on va dire, qui a posé une grande question dans un livre, c'est est-ce que le subalterne peut-il parler, s'il vous plaît? Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important, de donner cette possibilité aux gens de parler, et même si nous ne sommes pas d'accord, de leur dire d'accord, on va vous aider à produire cette outcome à la fin de ce projet. Merci François pour la précision. Je rebondis en fait sur, tu parlais de la question effectivement de quel acteur on choisit. Et bon, d'abord, ça pose toujours cette question de qui choisit. Et puis, j'ai l'impression quelque chose qui n'a peut-être pas été un impensé ou un non-dit qui est sur la question de la localisation et qui peut-être rejoint cette question de quand on parle acteurs locaux ou acteurs nationaux. Parce que j'ai l'impression que soit on vise des acteurs, quand on vise des acteurs locaux, ça fait penser à des petites associations en Afrique, en Asie. Et là, tout de suite, il y a la suspicion qu'elles ne sont pas fiables. Petite association de 2-3 personnes, ce n'est pas fiable. Alors, quand on parle d'acteurs nationaux, donc là, ça serait une localisation au niveau d'associations nationales. Ce qui n'est peut-être pas dit, c'est que c'est des ONG qui, dans ces pays-là, ne sont pas complètement des ONG. C'est-à-dire que ce sont des ONG qui sont très dépendantes des États dans lesquels elles sont. Des États africains, asiatiques, peu ou pas du tout démocratiques. Et donc, ça, c'est un pensée, je trouve qu'il est très fort. En gros, incompétence des petites ou dépendance des grosses. Comment on sort de ce piège dans lequel on est? Oumarou, peut-être, qui n'a pas réagi depuis un petit bout de temps. Oui, merci beaucoup. Non, je pense qu'effectivement, bon, quand on parle des ONG locales, on se réfère plutôt à des petites ONG qui sont dans des localités, justement. Et je ne pense pas que ces ONG, en tout cas locales, comme vous dites, ils souffrent d'une indépendance en termes de capacité de mise en œuvre, d'une indépendance en termes de vision et d'une indépendance, du moins en termes de capacité d'analyse des besoins sur le terrain. Je pense qu'effectivement, ces ONG, qu'elles soient locales ou nationales, en tout cas en termes d'évaluation des besoins, elles sont à ce stade, en tout cas au jour d'aujourd'hui, on peut considérer qu'effectivement ces ONG ont bel et bien les capacités d'analyse des besoins au niveau de leur communauté. Et c'est justement dans ce sens qu'effectivement, je pense qu'il va falloir quand même beaucoup plus les impliquer dans cette action humanitaire parce que justement, les besoins tels que comme l'a décrit Dagaba ici, effectivement, les besoins n'ont pas été identifiés depuis la communauté, avec la communauté, mais vous imaginez clairement que la réponse qui serait apportée ne serait pas une réponse adaptée. Maintenant, pour la question de dépendance des ONG nationales au gouvernement qui sont moins transparents, moins démocratiques et tout, je ne pense pas que ce soit le cas en tout cas de la plupart des ONG nationales. Et je pense qu'effectivement, les ONG nationales sont des ONG qui font prévaloir leur point de vue. Ils sont aussi soucieux des principes humanitaires. Ça rentre parfaitement, ça cadre parfaitement avec les enjeux de l'humanitaire tout en entier. Donc, je ne crois pas que beaucoup d'ONG nationales sont assez liées à des gouvernements tels que vous les décrivez, hein, mais c'est des discussions peut-être qu'il va falloir avoir, mais en tout cas, pour la plupart des ONG que je connais, c'est des ONG qui font prévaloir les droits humanitaires, c'est des ONG qui acceptent ces principes de neutralité, d'indépendance d'opinion et tout. C'est justement ça qu'il va falloir éviter
de remonter parce que c'est justement le changement de paradigme dont on prend, c'est cela en fait. C'est d'arriver justement à accepter et à impliquer et à considérer justement ces ONG nationales et locales comme des ONG qui ont souscrit aux droits humanitaires et qui font respecter les droits humanitaires internationaux. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que ces ONG seront liées à des dépendances avec des gouvernements qui sont peut-être qu'il y en a quelques-unes, mais en tout cas, ça ne fait pas la majorité des ONG nationales. Et justement, pour terminer, le plaidoyer, on continue à le faire pour que justement, qu'il y ait ce changement de paradigme-là, que tous les acteurs humanitaires commencent en tout cas à considérer les ONG nationales et locales comme des ONG à part entière, quoi. Et pour la plupart qui font l'activité, et cela, ça se confirme de plus en plus malheureusement dans certains contextes africains, surtout sahéliens. Il y a la question de l'accessibilité aujourd'hui qui fait débat, parce que très souvent, pour accéder à des populations qui en ont vraiment besoin de l'action humanitaire, il va falloir forcément, en tout cas de plus en plus malheureusement, aller dans le sens de, malheureusement ou heureusement, en tout cas aller avec les ONG nationales, parce qu'elles ont ce mérite-là de connaître le terrain, elles ont le mérite aussi d'être mieux acceptées par la population, et elles ont le mérite de pouvoir mieux identifier les besoins de la population parce qu'ils vivent avec la population. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce point. Merci. Merci Oumarou d'avoir répondu à ces préjugés et en expliquant qu'effectivement ces préjugés, il faut passer dessus et que les associations, qu'elles soient locales ou nationales, elles ont fait du chemin, peut-être même mieux que les fameux programmes de renforcement des capacités qui sont en œuvre depuis des années et des années, qui n'ont pas forcément montré eux leur valeur. En revanche, les associations locales et nationales, elles, se sont professionnalisées. Mais justement, si l'on considère donc que, et on est tous prêts ici, je crois, à le faire, à considérer que les associations, qu'elles soient locales ou nationales, en tout cas ces associations dans les pays d'intervention sont compétentes, quelles seront les plus-values selon vous, selon les uns et les autres, d'une prise en charge concrète, humaine, des actions par les acteurs locaux et d'une prise en charge aussi financière. Allez, on peut rêver des 20% du budget mondial de l'aide humanitaire. Quels seront les premiers effets ou quels sont les premiers effets? Parce qu'il y a déjà des expériences de localisation, on l'oublie un petit peu trop facilement. Je ne sais pas qui veut répondre. Martin, peut-être. Oui, alors là encore, je pense, ça a été dit dans le chat, dans les questions-réponses, on se confronte à la définition de la localisation. Si on prend un exemple d'une ONG internationale qui a une fédération, on va trouver des bureaux nationaux qui pourraient être décrits comme certains comme de la localisation. Ensuite, on a d'autres qui vont définir la localisation comme des entités juridiques nationales. Donc là, c'est finalement, ce n'est pas le phénomène de déconcentration qui qualifie la localisation, c'est l'aspect juridique. Donc, nous sommes une organisation nationale parce que nous avons un statut national. Mais dans le cadre du mode opératoire international, le statut juridique est aussi obtenu par ces bureaux délocalisés. Donc, si ce n'est pas le statut juridique qui fait la localisation, est-ce qu'on peut trouver d'autres indicateurs qui nous font dire que la localisation est effective? Alors, ça a été dit là, effectivement,
on pourrait dire que la localisation, c'est vivre dans le village, c'est d'être de la communauté de base, parce que de toute façon, l'étranger, il n'est pas forcément, encore une fois, du Nord. Un humanitaire ou un développeur qui vient de la ville et qui va dans un village, il est tout autant étranger qu'un missionnaire de la France. Donc là, on retrouve l'idée de qu'est-ce qui fait qu'on est localisé. Et puis, un troisième et dernier point, on le retrouve, c'est le rapport à l'argent. Est-ce que finalement, on considère que les locaux savent gérer l'argent? Donc, on se confronte au contrôle de l'argent. On se confronte aussi à la réalité de la corruption. Et puis, on se confronte aussi, je le disais un peu tout à l'heure, à l'universalisme de l'aide qui est dans la vision occidentale forcément au sud. Et donc, c'est un mouvement, alors certaines ONG le font, Médecins du Monde, moi j'ai travaillé à des actions longtemps, donc Aider Action intervient sur des programmes en France, mais majoritairement, il est difficile de considérer que la pauvreté est universelle et la richesse est universelle. Et donc, il y a 20% de la population européenne qui vit en dessous du seuil de la pauvreté, et il y a des personnes dans tous les pays que l'on dit en développement, des personnes qui ont des fortunes personnelles ou qui sont riches. Donc, il n'y a pas d'un côté des pays pauvres et de l'autre des pays riches. Il y a, et ça les ODD le qualifient, il y a un mal développement mondial. Donc, tous les pays sont en mal développement. Et donc, ça renvoie aussi à l'idée que les frontières nord-sud s'effacent et que l'on travaille, comme les ODD le proposent, sur des logiques de territoire à territoire et sur des enjeux communs. Et là, on retrouve ce qui a été dit tout à l'heure sur le partenariat. Est-ce que finalement, la localisation, ce n'est pas la réciprocité sur des enjeux, parce que sinon, pour finir par une note très concrète, en France, d'aucuns dans le paysage politique disent chacun chez soi. Donc, on pourrait dire aussi que si on pousse la logique de la localisation, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de coopération, il n'y a plus d'interculturel. Chacun reste chez soi. Merci Martin. Alors, il nous reste une vingtaine de minutes de discussion. Et je voulais en profiter pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, Martin, sur effectivement la question de l'universalité de l'aide, le mal développement qui finalement est très généralisé, et que les frontières nord-sud s'effacent. Et je voudrais faire le lien avec la crise dont on est plus ou moins en train de sortir, mais on n'est pas très sûr, en tout cas qui nous occupe beaucoup depuis un an, à savoir la pandémie de la Covid-19. Parce que là, elle aurait peut-être rebattu les cartes sur la question de la localisation. En gros, depuis qu'il y a eu la pandémie, on s'est dit… déjà, on a observé que les acteurs humanitaires du Nord étaient obligés de rester dans le Nord et que du coup, les missions dans les pays du Sud n'étaient plus assumées par les acteurs du Nord, mais par beaucoup d'acteurs du Sud et que manifestement, ils l'ont très bien fait. Donc, on s'est posé la question, est-ce que finalement, la pandémie de la Covid-19 n'est pas la chance inespérée
je dis ça de manière volontairement caricaturale, hein, mais la chance inespérée de la localisation de se mettre en œuvre? Ou est-ce que, au contraire, cette pandémie, elle va encore reporter la mise en œuvre de cette localisation parce qu'on va revoir les priorités de l'aide humanitaire internationale et est-ce que la localisation ne va pas passer à la trappe? J'aimerais bien avoir un petit peu de retour des uns et des autres sur, en gros, les impacts de la pandémie sur la localisation. Dabagaï qui a levé la main. Oui, Boris. Alors, c'est vrai, clairement, parce que je pense qu'on était tous coincés dans cette période-là. La pandémie frappait durement les pays occidentaux où se trouvent les sièges de la plupart des organisations qui délivrent sur le terrain. Donc, quelque part, une incapacité des sièges à être aussi réactifs et présentes que précédemment. Une impossibilité de voyager du fait des restrictions. Clairement, il y a eu à ce moment-là une sorte de mise en lumière des capacités, je vais utiliser ce mot, des capacités des pays dits pauvres ou ayant des crises humanitaires de réussir à je sais pas, soigner, auto-fonctionner et répondre à leur niveau, au niveau de la crise où c'était. Mais alors, clairement, oui, en termes de redonner la place aux acteurs locaux les plus locaux possibles, l'infirmier dans le centre de santé dans une ville au milieu de nulle part parce qu'il n'y a pas de route et autres, clairement, de ce point de vue, la pandémie a un peu accéléré ce côté-là. Mais moi, je constate qu'on est quand même toujours resté dans cette dichotomie d'exécutants. Parce qu'au final, on a quoi? On a des acteurs étatiques au niveau hiérarchique peut-être le plus bas ou moyen terme qui ont pu réagir, mettre en place des choses. On a eu la plupart de nos organisations avec les équipes locales fonctionner. On a aussi compris avec l'épidémie, la pandémie, que c'était possible de travailler à distance sans forcément avoir la portée de l'ensemble des personnes qui sont là. Et peut-être que sur un modèle un peu plus libéral, de se rendre compte que finalement, ça n'avait pas plus d'importance d'être en Chine, en Europe ou en Afrique, parce que finalement, on arrivait à faire ces choses-là à distance. Mais je ne suis pas sûre que cette dynamique-là, en tout cas sur la mise en œuvre des opérations sur le terrain, sera durable, clairement, durable en termes de... sur les éléments plus stratégiques, oui, ça va peut-être continuer à renforcer les éléments d'avoir des acteurs locaux qui mettent en œuvre, à qui d'une certaine façon on fait confiance. Mais j'ai juste peur que durant cette période-là, on se soit tous, on ait plus saisi les valeurs exceptions de dire que ça, bah, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, bah, exceptionnellement, sur telle période de temps, tel élément de contrôle ou tel élément de comment on gère l'opération va être, entre guillemets, dégradé. Donc, la dynamique sur le long terme, en comment elle peut générer un changement un peu plus stratégique, rééquilibrer, avoir un rééquilibre de pouvoir et de décision, je ne suis pas sûre qu'elle sera vraiment soutenable, même si c'est vrai, ça constitue un noyau de modèle, peut-être pour se rendre compte dans 1-2 ans, au moment où la plupart de nos organisations auront les audits des projets qui ont été mis en œuvre, que finalement, ce n'était pas la catastrophe, mais que ça pouvait bien fonctionner. Donc, peut-être dans cette dynamique-là. Merci. Merci Dabagaï. Ça m'a pas l'air tout de même très très optimiste comme approche. Oumarou, de votre côté, est-ce que vous voyez des raisons des signes d'espérer que la pandémie a réduit des réticences et que
par la suite, ça s'annonce un changement de fonctionnement des acteurs internationaux vis-à-vis des acteurs locaux. Oui, en effet, hein, je pense qu'effectivement, l'épidémie de Covid a été, entre guillemets, un bel exemple que la localisation peut effectivement avoir lieu. Et heureusement qu'on a déjà des acteurs locaux qui savent un peu ce qu'il faut faire sur la gestion des épidémies. Et cela a vraiment été bénéfique pour la population, au moment où effectivement ben, les acteurs internationaux étaient bloqués, au moment où les différents pays aussi ben, jouaient un peu au protectionnisme des entrants de la prise en charge et tout, et de prévention de Covid. Il avait fallu justement que le gouvernement ou bien que les acteurs locaux, en tout cas, se contentent des moyens qui sont disponibles en local, en fait. Et là, j'ai fait un peu référence à tout ce qui est l'utilisation des masques. On est passé à l'utilisation des masques artisanaux, on est passé à l'utilisation de gels hydroalcooliques qui sont fabriqués en local parce que justement, pendant cette épidémie, ben, il y a plus possibilité d'emporter quoi que ce soit. Il n'y a plus possibilité de faire venir une quelconque personne parce qu'il n'y avait plus de vol. Donc voilà, pour moi, ça reste vraiment un très bel exemple et j'ose espérer que la communauté humanitaire a bien, en tout cas, capitalisé cette expérience malheureuse, entre guillemets, de Covid, mais en tout cas, a bien capitalisé le fait que ben, il est bel et bien possible euh, de procéder à cette localisation de l'aide. Il est bel et bien possible de continuer à responsabiliser et d'impliquer les acteurs locaux dans la gestion de l'action humanitaire en général. Et je profite pour rappeler aussi que l'idée en fait de la localisation n'est pas à l'encontre de l'internationalisation de l'aide humanitaire. Je veux dire par là, euh, si la localisation de l'aide a été effective et qu'à un moment donné, effectivement, le pays fait face à une grande catastrophe naturelle qui dépasse les capacités des acteurs locaux, effectivement, en ce sens, il va falloir faire appel à des soutiens, à de la solidarité internationale. Et qui dit solidarité internationale dit cet appui qui viendra naturellement d'autres pays ou d'autres continents. Donc, pour moi, euh, je retiens que c'est Covid nous a permis d'expérimenter cela, parce qu'on avait, dans tous les cas, on n'avait pas le choix. Et ça a été une réussite de mon point de vue, et comme vous le dites, les acteurs locaux ont réussi quand même à faire face à cette pandémie. Et donc, de ce point de vue, je pense que ce qu'on attendrait une fois que la localisation serait effective, justement, des ONG ou des partenaires internationaux, c'est pas non plus qu'on va dire qu'on coupe le cordon entre les acteurs locaux et les acteurs internationaux, non, mais c'est plutôt qu'effectivement qu'il y ait ce changement de paradigme, donc de ces acteurs internationaux, de la communauté humanitaire internationale, en tout cas, de comprendre qu'effectivement, à un moment donné, il va falloir passer ce cap d'assistance, comme vous le dites, en permanence dans ces pays, mais plutôt d'aller dans le sens de l'appui technique, de l'accompagnement et de la formation, de la mobilisation des ressources. Moi, je vois ça en ces termes. Donc, pour moi, la localisation ne veut pas dire arrêt du partenariat ou arrêt de la collaboration entre Nord et Sud. Non, pas du tout. Merci. Merci beaucoup. Bon, alors on voit il y a un petit peu d'espérance de votre côté. Il y en avait un petit peu moins du côté de Dabagaï. Bon, moi j'avais une question, mais qui rejoint des questions qui ont été posées par des internautes. Donc je ne sais pas si on peut faire là, mais ça fait aussi le lien avec une question qu'avait abordée Dabagaï lorsqu'elle a commencé tout à l'heure son intervention. Parce que est-ce que le risque, c'est pas d'avoir, avec la Covid-19, c'est-à-dire en gros, on s'est dit pendant un an, les ONG locales ont géré les conséquences de la pandémie et les conséquences des crises habituelles, contingentes. Est-ce que ça, c'est pas le risque aussi, de rejoindre ce que disait Dabagaï sur, vous savez, ces acteurs nationaux qui sont en première ligne sur certaines crises
parce qu'elles peuvent aller dans les zones rouges, comme on dit, notamment dans la zone sahélienne, et que finalement, on a une fausse localisation, c'est-à-dire que ce sont des ONG locales qui sont en première ligne en termes sécuritaires, mais d'une certaine manière, elles sont prestataires d'ONG internationales qui, elles, ne peuvent pas intervenir sur les terrains. Donc là, est-ce qu'on n'est pas en train est-ce qu'on ne risque pas de reproduire cette localisation un petit peu à la carte, un peu opportuniste, un peu une localisation opportuniste, quoi. Je ne sais pas qui veut prendre la parole là-dessus, mais Oumarou, vous voulez reprendre la parole? Oui, merci beaucoup. Je crois que c'est une question très, très délicate. Justement, je pense effectivement que le but, c'est pas non plus d'avancer dans cette localisation opportuniste, parce que oui, s'il faut mettre des ONG nationales en première ligne, enfin, elles sont déjà en première ligne dans les zones rouges, euh, je ne pense pas que ce soit ça. En fait, c'est pas ce qu'on cherche en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'effectivement que le principe soit acquis et soit accepté par toute la communauté humanitaire, qu'effectivement, il va falloir faire avec les ONG nationales ou locales, indépendamment du contexte. Il ne faudra pas mettre pour moi le contexte d'insécurité ou d'accès qui est limité pour dire oui, là, je ne peux plus y aller, donc je te laisse partir. Non, moi, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Pour moi, c'est de se rendre compte qu'effectivement, pour que la réponse ou l'action humanitaire soit beaucoup mieux adaptée au contexte, il va falloir naturellement coopérer ou faire impliquer en tout cas les acteurs locaux. Parce que comme je l'ai dit, ils sont de la localité, ils arrivent à définir beaucoup plus correctement que tout un chacun, en tout cas, le besoin de la communauté. Donc, il ne faut pas la localisation opportuniste. Je crois que je vais laisser les gens parler, mais je pense que c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut une localisation, en tout cas, les acteurs locaux veulent une localisation qui n'est pas du tout opportuniste, qui n'est pas du tout liée à un contexte d'insécurité. Merci. Merci Oumarou, et vous avez bien fait de dire ce que vous souhaitiez. On peut peut-être commencer le dernier tour de table, parce que Dabagaï a donné son avis sur les raisons d'espérer. Bon, c'était moyen. Oumarou continue d'espérer. François, par exemple, est-ce que vous voyez même sur le versant des colonisations, des raisons après cette crise, et 5 ans après aussi le sommet, que cette localisation, elle se mette en place? Oui, alors, pour moi, pour terminer là-dessus, je pense qu'il y a une question qui est importante et qui n'a pas été mentionnée, c'est la question de la souveraineté, qui est capitale ici, parce que je pense que d'un point de vue même colonial depuis plus d'un siècle, l'Occident a tendance à avoir un problème avec l'État africain. Et la localisation participe à cette manière de bypasser l'État central pour pouvoir aller directement agir sur le terrain. Et ce problème de l'État africain, il est dans une construction où on présente l'État central comme vraiment le diable incarné, comme l'État qui oppresse automatiquement et qui représente ce que l'Afrique offre de pire avec ses dictateurs, etc., face à ce local qui est merveilleux et qui, eux, ne sont que des oppressés, et que du coup, on a encore plus tendance à vouloir aller sauver. Et donc là, c'est vraiment tout ce paradigme. La problématique, c'est que au plus, on va peut-être aller vers cette localisation et bypasser l'État intégralement. La problématique de la souveraineté, elle va se poser parce que autant on va respecter, c'est ce que j'avais mis dans l'article, la souveraineté territoriale de l'État en demandant des visas, etc., autant les droits de vie ou de mort, de normes et de valeurs vont être finalement décidés et choisis par les acteurs internationaux qui vont directement agir sur le local et finalement changer un peu le microcosme local.
Et donc, je pense que la question de cette souveraineté, elle est importante vraiment à prendre en considération et de voir comment on veut s'intégrer et comment cette localisation ne doit pas être finalement une nouvelle manière d'accéder directement aux populations africaines. Voilà, je pense que c'est vraiment une grosse question que j'aborde comme ça à 5 minutes de la fin. Mais je pense que vraiment, quels sont les mécanismes de responsabilité pour une ONG qui est basée à Paris face finalement à un villageois qui est basé au Nord Kivu? Quels sont les mécanismes de contrôle? Et est-ce que finalement on n'enlève pas le droit du citoyen, ou est-ce qu'on n'enlève pas la raison d'être politique de l'individu de pouvoir se contrôler l'État central ou contrôler la personne qui l'aide ou qui vient lui dire? Donc je pense que voilà, c'est une question ouverte pour terminer. Très bien, merci François. Et on pourrait terminer avec Martin. Avant de laisser la parole à Ségolène, Martin, est-ce que vous voyez, vous, des raisons d'espérer ou pas? Oui, moi je suis relativement optimiste. Je pense que le mouvement prendra du temps, mais c'est quelque chose qui est engagé, y compris pour des raisons financières. On sait tous que l'aide des personnes qui sont issues de ces pays et qui envoient de l'argent de l'étranger est plus importante en termes de volume que l'aide reçue par l'aide internationale. Donc, je pense que le paysage est en train d'évoluer rapidement. Et le seul souhait que l'on peut formuler, c'est qu'il y ait effectivement la logique des ODD, où les anciens du millénaire étaient encore avec la main qui donne, qui est au-dessus de la main qui reçoit, et les ODD pour 2030 sont quand même des ODD, et d'ailleurs ils ont été âprement discutés, sont des ODD qui avancent l'idée du mal développement de façon universelle. Et ça change tout, c'est un renversement de paradigme. Et effectivement, il peut y avoir un travail à faire en Chine sur le développement de projets écologiques, parce que cela va nous concerner. Alors qu'hier, on considérait que le développement ne se passait que dans les pays, entre guillemets, en développement, mal développés, en gros au sud. Donc moi, je suis raisonnablement optimiste sur ces phénomènes où finalement, peut-être qu'on ne se posera plus la question dans 10 ou 15 ans de la localisation de l'aide, mais on se posera la question des moyens que l'on donne pour régler ensemble les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Merci Martin. Eh bien, je crois qu'on a bien fait le tour de la question. Merci à tous pour avoir suivi le débat. Juste avant de donner la parole à Ségolène pour conclure, voilà, je vous invite à évidemment aller voir, vous renseigner sur le site de la revue Alternative Humanitaire, des questions qui peuvent prolonger vos interrogations sur la localisation. Puis à être attentif à la sortie des prochains numéros de la revue. En juillet, on va sortir un numéro sur les liens entre la recherche et les acteurs humanitaires. Voilà, de quelle manière le monde de la recherche et le monde humanitaire peuvent collaborer. Et puis un numéro en novembre sur la problématique migratoire au prisme de la montée des nationalismes que l'on voit un petit peu partout en Europe, mais pas seulement. Donc voilà, c'est un numéro qu'on est en train de préparer. Voilà, donc j'espère que voilà, vous serez tous des lecteurs de la revue sur le site ou sur la revue papier. Et voilà, je laisse la parole à Ségolène pour conclure. Merci à tous les intervenants et merci aux participants
Voilà, désolé pour ceux que j'ai frustrés, mais je pense qu'on a pu relayer pas mal de questions du public. Voilà, Ségolène, à toi. Oui. Merci, merci Boris et encore une fois, merci beaucoup à la fois tous les panélistes aujourd'hui. Merci également à l'ensemble des participants et participantes. Ça fait écho. Alors, la richesse des discussions et puis la diversité aussi par les profils des panélistes présents sur ce webinaire, sur ce sujet en particulier. Je notais beaucoup de choses et qui, pour moi, font écho. Et Boris, je n'ai pas eu l'occasion de répondre à cette question que tu as posée aux panélistes, mais moi aussi, l'élément très frustrant de se dire 5 ans plus tard, il y a des éléments concrets qui montrent qu'on est loin des ambitions qui avaient été fixées en 2016. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre d'éléments positifs sur lesquels élaborer. Et je voulais faire le lien avec le cursus dont j'ai la charge, ce diplôme d'études supérieures en leadership humanitaire. Pourquoi? Parce que si on fait un petit peu d'historique, alors ça fait écho aussi à la revue Alternative Humanitaire, ce cursus diplômant, il est pensé en 2017. Et inévitablement, il a été pris dans cette émulation des discussions du Grand Bargain, des engagements qui avaient été pris à ce moment-là. Et pour nous, c'était impensable de ne pas inclure ces questions-là aussi tout au long du cursus. Et aujourd'hui, on se repose aussi bien dans les enseignements en ligne que dans les unités intensives. Cette question de la localisation, et je prends des guillemets, que ce soit, on l'a vu, pour les aspects de définition, de mise en pratique, mais néanmoins, ce sur quoi on insiste, c'est d'abord le débat. D'avoir, pour moi, un webinaire comme celui-ci, ça montre qu'il y a certes pas d'alignement entre tous les acteurs, qu'il n'y a pas forcément une définition qui l'emporte sur les autres, mais néanmoins d'avoir la possibilité de ces échanges, la possibilité aussi de regards critiques. Et dans les cohortes des leaders qui sont formés sur lequel on est extrêmement attentif, d'avoir des cohortes qui soient diversifiées. Et quand je dis diversifiées, c'est d'avoir sur 40-45 bien cette fortement que ces acteurs qu'on va dire plus traditionnels, encore que la question on voit peut-être aussi qu'on aborde et qu'on discute beaucoup durant le cursus, et essayer de déconstruire un certain nombre de préjugés. Ça a été évoqué par le docteur Oumarou, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est extrêmement Ségolène, je pense que tu es muté. Pour... Voilà. Oui. Excusez-moi. Du coup, comment eh bien, avoir aussi une lecture critique et forger sa propre opinion, y compris en travaillant et en influençant des réflexions et des bonnes pratiques au sein de ces structures. Donc, c'est toute l'ambition aussi du cursus, de par le partage entre les pairs, de par cette construction critique, de l'introspection, de pouvoir aussi
forger ses propres positionnements sur des questions aussi complexes. Je voudrais remercier l'ensemble de l'audience parce que votre présence, l'ensemble de vos questions, elles montrent aussi qu'il y a une vraie, non seulement de l'intérêt, mais quelque chose de très vivant. Et pour côté aussi CHL, finalement, la voix des acteurs locaux et nationaux, place prépondérante ces acteurs ont, et comment avoir un écho qui soit bien plus large, bien plus vaste. Donc, merci encore une fois à toutes et tous. Il y aura l'enregistrement de ce webinaire dans les prochains jours sur les sites du Center for Humanitarian Leadership d'Alternation. Et puis, on aura grand plaisir de vous retrouver pour un troisième webinaire dont à la fois le sujet, à la fois la date seront communiqués très prochainement pour vraisemblablement mi-juillet. Merci encore et bonne suite de journée.